L'encre du stylo sur le papier était encore humide, légèrement maculée par une seule larme qui avait coulé de la joue d'Elena Vargas. De l'autre côté de la majestueuse table en acajou, son époux, Javier Monte, refusait de la regarder dans les yeux, et sa belle-mère, Doña Victoria Montes, tenait une coupe de cava, souriant comme si elle venait de gagner à la loterie. Il pensait qu'il se débarrassait d'un fardeau insignifiant et sans un sou. Il croyait qu'il jetait des ordures dans la neige la veille de Noël. Mais tandis qu'Elena Vargas signait la fin de son mariage, elle ne signait pas seulement un décret de divorce. Elle signait leur arrêt de mort. Parce que les Monte ne savaient pas qui elle était vraiment. Ils ne savaient pas que la femme qui nettoyait leur sol était l'unique héritière de l'Empire Sterling. Et quand la neige se déposera, ils regretteront de n'avoir jamais connu son nom. La fin, Finca Montes. Elle se dressait sur la plus haute colline de la Sierra Nevada, une vaste architecture de pierre et de bois qui criait l'argent ancien, bien que les comptes bancaires chuchotaient déjà secrètement. Dette. Dehors, la neige tombait en épaisses couches silencieuses, couvrant le monde de blanc. À l'intérieur de la maison, ça sentait les aiguilles de pain, les bougies de cire hors de prix, et l'agneau rôti qu'Elena avait préparé pendant 6 heures. Elena Vargas, ou Elena Montes, du moins pour quelques heures encore, s'essuya une goutte de sueur du front avec le dos du poignet. Elle portait une simple robe grise, achetée dans une friperie 3 ans auparavant. C'était la seule chose dans laquelle elle se sentait à l'aise dans cette cuisine industrielle. « C'est prêt ?» La voix coupa la chaleur du four comme un glaçon. Elena se tourna et vit Carlotta, sa belle-sœur, appuyée contre le chambranle de la porte. Carlotta portait une combinaison à paillettes rouges qui coûtait plus cher que la voiture d'Elena. Elle tenait une coupe de Prosecco, regardant Elena avec un mélange d'ennui et de dégoût. « Presque, Carlotta, » dit Elena à voix basse, d'une voix rauque. Elle était debout depuis 4 heures du matin, préparant la maison pour le gala de Noël. L'agneau n'a besoin que de 10 minutes de repos. Bon, dépêche-toi. Maman s'impatiente, et tu sais comment elle devient quand son taux de sucre baisse. Elle commence à chercher quelqu'un à mordre. Carlotta laissa échapper un petit rire aigu et désagréable, puis tourna les talons, ses escarpins résonnant agressivement sur le sol en marbre. Elena laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. « Tiens bon cette nuit, » se dit-elle. « Tiens bon juste pour Noël, et peut-être que Javier me défendra enfin. » Elle regarda une petite photo encadrée sur le comptoir de la cuisine. C'était elle et Javier, prise il y a 3 ans, lorsqu'ils s'étaient rencontrés dans un café à Séville. Il avait été charmant à l'époque, apparemment humble, un homme qui essayait de se faire un chemin hors de l'ombre familiale. Elle était tombée follement amoureuse. Elle ne lui avait pas parlé de son père. Elle voulait être aimée pour elle-même, pas pour les milliards liés au nom Sterling. Quelle erreur cela a été, pensa-t-elle amèrement, en portant le lourd plat vers la salle à manger. La conversation s'arrêta instantanément. La salle à manger était un chef-d'œuvre d'intimidation. Un sapin de Noël de 6 mètres scintillait dans le coin, chargé de décorations en verre. À la tête de la table se trouvait Doña Victoria Montes, la matriarche. C'était une femme qui portait des diamants pour le petit déjeuner et jugeait les gens par le nombre de fils de leur chemise. À sa droite se tenait Javier, beau dans son smoking, mais recroquevillé. Ses épaules étaient affaissées, ses yeux fixés sur son assiette vide. Enfin, soupira Victoria, regardant sa montre Cartier en platine. Je commençais à penser que tu étais toi-même en train de découper la volaille, Elena. Je suis désolé, Victoria, murmura Elena, déposant le plat. Je voulais m'assurer que le glaçage soit parfait.
Ça sent bien, renifla Victoria. Elle ne regarda pas Elena. Elle ne la regardait jamais vraiment. Elle regardait à travers elle, comme si Elena était une tache sur une vitre. « Assieds-toi, ne reste pas à rôder. Tu ressembles à une serveuse. » Elena prit place à côté de Javier. Elle tendit la main pour toucher la sienne sous la table, désespérée d'obtenir une pression, un signe de solidarité. La main de Javier était molle. Il la retira une seconde plus tard pour prendre sa coupe de vin. Le cœur d'Elena se fissura un peu plus. « Bien, » commença Don Ricardo, le père de Javier, un homme qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, mais parlait avec l'autorité d'un général de guerre. « Javier, as-tu parlé aux investisseurs de la fusion? »« Par la veille de Noël, papa, » marmonna Javier. « Les affaires n'attendent personne, » intervint Victoria, coupant l'agneau avec une précision chirurgicale, surtout lorsque l'héritage familial est en jeu. « Nous avons besoin de capitaux, Javier, et nous en avons besoin rapidement. Si tu t'étais marié, sagement, peut-être ne serions-nous pas dans cette position. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Elena regarda son assiette, sans appétit. C'était le scénario habituel. Elena était l'encre qui les entraînait vers le bas. Elena était la sans grade, sans dot, sans contact, sans ascendance. « L'agneau est sec !» annonça Carlotta, laissant tomber sa fourchette avec un bruit métallique. « Il est en fait assez juteux », défendit Elena à voix basse. « Ne contredis pas ma fille !» claqua Victoria. « Si elle dit qu'il est sec, il est sec. Peut-être que si tu avais grandi avec un palais raffiné, tu saurais faire la différence. » Elena regarda Javier. « Javier, est-ce qu'il est sec ?» Javier regarda sa mère, puis sa sœur, et finalement, brièvement, sa femme. La peur dans ses yeux était pathétique. « Elle est un peu trop cuite, Al. » La trahison fit plus mal que les insultes. Elena hocha lentement la tête, ravalant la boule dans sa gorge. « Je ferai mieux la prochaine fois. »« Il n'y aura pas de prochaine fois, » dit Victoria, baissant le ton de sa voix. Ce n'était pas un cri. C'était un ronronnement. Un ronronnement dangereux et létal. Elena leva les yeux. « Pardon. » Victoria s'essuya la bouche avec une serviette en lin et la posa doucement sur la table. Elle tendit la main sous sa chaise et en sortit une élégante mallette en cuir noir. Elle la fit glisser sur la surface polie de l'acajou. Elle s'arrêta à quelques centimètres de l'assiette d'Elena, faisant tomber une salière en cristal. « Joyeux Noël, ma chère », dit Victoria, un sourire cruel étirant ses lèvres rouges. « Ouvre-le !» Les mains d'Elena tremblèrent tandis qu'elle prenait le dossier. La pièce était silencieuse. Même le crépitement du feu semblait retenir son souffle. Elle ouvrit la couverture. « Requête en dissolution de mariage ». Les mots dansèrent devant ses yeux. « Divorce ?» chuchota Elena. Elle regarda Javier. « Javier, qu'est-ce que c'est ?» Javier but une grande gorgée de vin, vidant son verre. « C'est mieux ainsi, Elena. Nous venons simplement de mondes différents. » Mondes différents? Elena se leva, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. « Javier, j'ai nettoyé tes sols. J'ai pris soin de toi quand tu étais malade. J'ai supporté qu'elle, elle pointa un doigt tremblant vers Victoria, me traite comme un chien pendant 3 ans, parce que je t'aimais. Et ce fut ton erreur, dit calmement Victoria. L'amour ne paie pas les factures. Elena dit, et franchement, tu es une honte. Regarde-toi, tu portes des haillons. Tu n'as pas d'étiquette. Tu n'apportes rien à cette table, à part la médiocrité. J'apporte la loyauté, cria Elena, les larmes débordant. J'apporte un foyer. Nous avons du personnel pour ça, se moqua Carlotta. Victoria se pencha en avant, ses yeux durs comme des diamants. Écoute-moi bien, petite chasseuse de fortune.
Nous savons que tu ne t'es marié avec lui que pour le nom Montes. Eh bien, la promenade est terminée. Xavier a une opportunité. Un contrat de mariage avec la fille d'un magnat du pétrole au Texas. Un vrai mariage. Quelqu'un avec de la classe. Quelqu'un avec de l'argent. Elena sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. « Vous me vendez? Comme une voiture d'occasion? » « Nous nous améliorons, » corrigea Victoria. « Maintenant, signe les papiers. Nous avons été généreux. Nous t'offrons un règlement de 10 000 €. Cela devrait te permettre de rester dans du polyester bon marché pendant 1 an. » « 10 000 €! » C'était une insulte. C'était moins que ce que Victoria dépensait en sac à main en 1 mois. Elena regarda Xavier une dernière fois. « Xavier, regarde-moi. Dis-moi que tu veux ça. Dis-le-moi en face, que 3 ans n'ont rien signifié. » Xavier leva enfin les yeux. Ils étaient humides, mais sa mâchoire était serrée dans une ligne de faible détermination, dictée par sa mère. « Signe-le, elle. S'il te plaît, ne fais pas de scène. » C'était fini. Quelque chose à l'intérieur d'Elena se brisa. Mais ce ne fut pas une rupture qui la laissa en morceaux. Ce fut la rupture d'un barrage, la rupture d'une chaîne. Elle regarda les papiers, puis elle regarda les montées. La mère snob, la sœur cruelle, le mari sans caractère. Soudain, elle les vit non pas comme sa famille, mais comme des gens petits, mesquins et désespérés, s'accrochant à une illusion de grandeur fanée. Elle pensa à son père, Arthur Sterling, l'homme qui possédait des compagnies aériennes, des conglomérats technologiques et la moitié de Manhattan, l'homme qui l'avait supplié de le laisser lui acheter un château, qu'elle avait réduit au silence parce qu'elle voulait une vie normale. Elle mit la main dans sa poche. Elle n'utilisa pas le coûteux stylo Montblanc que Xavier lui offrit. Elle sortit un stylo Bill bleu bon marché, qu'elle utilisait pour les listes de courses. « Vous voulez que je signe? » demanda Elena. Sa voix se stabilisa. Les larmes s'arrêtèrent. Sa posture se redressa. « Oui, si, Io Victoria. Et ensuite, quitte ma maison. » Avec plaisir. Elena passa à la page de signature. Elle traça son nom sur la ligne. Elena Vargas. Elle repoussa les papiers. « Et le règlement? » demanda Victoria, levant un sourcil. « Tu n'as pas signé le reçu du chèque. » Elena se leva, lissant sa simple robe grise. Elle regarda le chèque de 10 000 € posé sur la table. Elle le ramassa. La pièce observait, s'attendant à ce qu'elle le garde désespérément. Elena déchira le chèque en 2, puis en 4. Elle laissa les morceaux de confetti pleuvoir sur l'agneau à moitié mangé. « Vous pouvez garder votre argent, » dit Elena, sa voix glaciale. « Vous en aurez plus besoin que moi. Misérable ingrate! » Victoria se leva, indignée. « Dehors, dehors, avant que j'appelle la sécurité. »« Je m'en vais, » dit Elena. Elle se tourna vers Xavier. « Au revoir, Xavier. J'espère qu'elle en vaut la peine. » Elle sortit de la salle à manger. Le silence était lourd derrière elle. Elle ne monta pas faire sa valise. Elle ne prit pas de manteau. Elle se dirigea directement vers les lourdes portes en chêne de l'entrée. Alors qu'elle les ouvrait, le blizzard rugit. Le vent fouetta la neige dans le hall. « Tu vas mourir là-dehors! » cria Carlotta moqueusement. « Elle reviendra dans 5 minutes, suppliant de dormir dans le garage. » Elena sortit dans la nuit noire et glaciale et claqua la porte, scellant son passé. Le froid mordit sa peau instantanément, mais elle ne le sentit pas. L'adrénaline courait dans ses veines. Elle marcha le long de la longue allée sinueuse, la neige crissant sous ses chaussures fines. Elle arriva au bout des portes du domaine, tremblant violemment maintenant. La route était vide, complètement sombre. Soudain, 2 faisceaux de lumière aveuglants coupèrent l'obscurité.
Un véhicule approchait. Ce n'était pas un taxi. Ce n'était pas un bus. C'était un convoi. 3 SUV noirs, énormes et blindés, s'arrêtèrent devant elle. La voiture de tête, une Rolls-Royce Phantom, tournait au ralenti silencieusement. La porte arrière de la Rolls-Royce s'ouvrit. Un homme en costume impeccable en sortit, tenant un grand parapluie. Il ne se souciait pas que la neige gâche ses chaussures en cuir italien. Il courut vers Helena, la protégeant de la tempête. « Mademoiselle Sterling », dit l'homme, inclinant la tête respectueusement. « Nous attendions votre signal. » Helena regarda en arrière vers la Finca Montes, brillant chaudement sur la colline. « Ramène-moi à la maison, Alfred, » murmura-t-elle. « J'ai fini de jouer à la dinette. »« Votre père est en ligne, mademoiselle, » dit Alfred, lui tendant un téléphone satellite tout en la guidant vers le siège arrière en cuir chauffant de la voiture. Helena prit le téléphone. « Papa !» Une voix profonde et résonnante grésilla à l'autre bout, tremblante d'émotion. « Helena, c'est fait. »« Ah, ils m'ont fait du mal. C'est fait, » dit Helena. Sa voix se durcit. « Ils ont signé le divorce. Je suis libre. »« Et que veux-tu faire maintenant, ma chérie? Tu sais que la réunion de fusion avec Montes Empresas est prévue pour le 2 janvier. Je peux l'annuler. Je peux les écraser à distance. » Helena regarda son reflet dans la vitre teintée. Elle ne voyait plus la femme au foyer. Elle voyait une Sterling. « Non, » dit Helena. « Ne l'annule pas. Je veux m'occuper de la fusion personnellement. »« Toi? » « Oui, » dit Helena, un sourire sombre effleurant ses lèvres. Il voulait une fusion avec Sterling Industries. Il voulait une nouvelle administration. Je pense que je devrais leur donner exactement ce qu'ils ont demandé. La Rolls-Royce s'éloigna, disparaissant dans la nuit blanche, laissant les Montes célébrer leur victoire, ignorant que le bourreau venait de quitter leur bâtiment. L'intérieur de la Rolls-Royce était un sanctuaire de silence et de chaleur, un contraste frappant avec le vent glacial qui venait de mordre le manteau fin d'Helena. Alors que la voiture glissait le long de la montagne, la cloison se baissa. « Nous nous dirigeons vers l'aérodrome privé, mademoiselle Helena, » dit Alfred, vérifiant le rétroviseur pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. « Le Gulfstream est prêt à partir pour New York. Votre père a insisté pour la ville. Il dit qu'il vous veut de retour dans la forteresse. » Helena hocha la tête, appuyant sa tête contre la vitre froide. « New York, c'est bien. J'ai besoin de me souvenir qui je suis. » 20 minutes plus tard, la voiture s'arrêta directement sur le tarmac, où un jet argenté et élégant attendait. Le blason Sterling, un lion rugissant, gravé en or sur la queue. Quand Helena sortit, l'équipage était déjà aligné, les têtes inclinées. « Bienvenue de retour, mademoiselle Sterling, » dit le capitaine. Pendant 3 ans, elle avait été Helena l'orpheline, Helena la serveuse, Helena le fardeau. Entendre son vrai nom fut comme respirer de l'oxygène pur après avoir retenu son souffle sous l'eau. Elle monta dans l'avion. Assis dans l'un des fauteuils en cuir crème, se trouvait un homme qui semblait avoir été sculpté dans le granit et la douleur. Arthur Sterling se leva immédiatement. C'était un homme gigantesque, connu pour ses acquisitions hostiles et sa cruauté. Mais en regardant sa fille, ses yeux étaient rougis. « Eli !» s'étouffa-t-il, utilisant son surnom d'enfance. Helena s'effondra dans ses bras. Les larmes qu'elle avait refoulées devant Victoria se libérèrent enfin. Elle sanglota sur le pull en cachemire coûteux de son père, le tachant de mascara et de morve. Et pour une fois, il ne se soucia pas de la facture du pressing. « Je suis désolée, papa, » sanglota-t-elle. « Tu avais raison à leur sujet. » Arthur lui caressa les cheveux, serrant sa mâchoire, jusqu'à ce qu'une veine palpite sur sa tempe.
Chut. C'est fini. Je te le promets, Helena. Je vais réduire leur monde en cendres. J'achèterai cette montagne et transformerai leur manoir en toilette publique, si tu me le demandes. Helena rit à travers ses larmes, un son humide et saccadé. Elle se recula et le regarda. Non, c'est trop facile. Je ne veux pas que tu te battes pour moi, papa. Je veux me battre moi-même. Arthur étudia son visage. Il vit la douleur. Oui. Mais en dessous, il vit l'acier qu'il lui avait légué. Ça, c'est ma fille. Maintenant, assieds-toi. Bois. Mange. Une hôtesse de l'air apparut instantanément avec un plateau de caviar. Des pommes de terre truffées. Le plat réconfortant préféré d'Helena. Et une bouteille de Dom Pérignon millésimée. J'ai une équipe qui t'attend à l'attique, dit Arthur, lui versant un verre. Des avocats, des stylistes et le Dr. Horace. Tu es mal nourrie, Helena. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont nourri? J'ai cuisiné les festins, papa. Je perdais juste l'appétit quand on me permettait de m'asseoir. Le verre d'Arthur se fissura dans sa main. Il ne broncha même pas lorsque le champagne se répandit sur ses doigts. Permettait? Ils ont traité l'héritière de Sterling Industries comme une serpillière. Ils ne le savaient pas, lui rappela Helena. C'était le marché. Je voulais voir si Javier m'aimait pour moi. Je voulais une vie où l'argent n'avait pas d'importance. Et tu as découvert que pour des gens comme les Montes, l'argent est la seule chose qui compte, dit sombrement Arthur. Il lui tendit une nouvelle serviette. Repose-toi maintenant. Nous atterrissons dans 4 heures. Quand tu te réveilleras, Helena Vargas sera morte. Helena Sterling revient. L'attique de la 5e avenue était un palais dans le ciel. Il occupait les 3 derniers étages de la Tour Sterling, surplombant un Central Park saupoudré de neige. Les 3 jours suivants furent un flou de transformation. Ce ne fut pas seulement un relooking, ce fut une résurrection. Helena se tenait devant un miroir du sol au plafond. La robe grise de seconde main était à l'incinérateur. À la place, elle portait un tailleur pantalon vert émeraude, taillé sur mesure, qui coûtait plus cher que la voiture des Montes. Ses cheveux, autrefois tirés en un chignon désordonné pour éviter qu'ils ne tombent dans la nourriture, étaient maintenant une cascade brillante d'ondulations châtain, coiffée par le meilleur coiffeur de Manhattan. Sa peau, terne par le stress et les produits de nettoyage agressifs, rayonnait après des jours de soins au spa. Mais le plus grand changement était dans ses yeux. La douceur avait disparu. Le désespoir de plaire s'était envolé. Le conseil d'administration se réunit par visioconférence dans 10 minutes, annonça Alfred, entrant dans la pièce. Ils sont impatients. La rumeur dit que les Montes se vantent d'une fusion. Les cours des actions sont fluctuants. Helena se tourna, glissant une bague en diamant à son doigt. Pas une alliance, mais le Stello Sterling, une lourde pièce d'or qui signifiait l'autorité. « Qu'il se vante, » dit Helena, sa voix douce et dangereuse. « Alfred, sors le dossier de Monte Logistica. C'est pire que ce que nous pensions. Ils sont endettés jusqu'au cou. 3 hypothèques sur la finca de la Sierra Nevada. L'entreprise, Monte Logistica, n'a pas généré de bénéfices depuis 5 ans. Ils survivent grâce au crédit et à la réputation du grand-père de Javier. La banque est prête à saisir le 15 janvier, à moins qu'ils n'obtiennent une injection de capitaux massive. Ce qu'ils pensent obtenir de nous le 2 janvier, médita Helena, faisant glisser son doigt sur les chiffres rouges. Correct. Ils pensent qu'ils rencontreront Arthur Sterling pour finaliser un investissement de 50 millions de dollars en échange de 49% des capitaux propres. « Et la fille du Texas ?» demanda Helena. « Jessica Thorne » répondit Alfred, lui tendant une photo d'une femme blonde qui semblait faite de plastique et de malice. « Phil Durl Thorne, le magnat du pétrole. L'accord est purement transactionnel. Earl veut une position sur les routes maritimes
de Montes Logistica. Victoria Montes veut l'argent d'Earl. Javier n'est que la monnaie d'échange. Elena fixa la photo de Javier dans le dossier. Il était beau, comme toujours, mais elle vit maintenant la faiblesse dans sa mâchoire. « Il a échangé un diamant contre une pierre », murmura Elena. « Papa », appela-t-elle, alors qu'Arthur entrait dans la pièce. « Tout est prêt pour la réunion? La salle de conférence de la Sierra Nevada est réservée, » dit Arthur en admirant sa fille. « J'ai dit au Monte qu'en raison d'une urgence familiale, je ne pourrais pas y assister. Mais le nouveau PDG des acquisitions Sterling sera là pour procéder à l'acquisition. »« Leur as-tu dit le nom du PDG? » »« Non, » Arthur sourit, une expression de requin. « Je leur ai dit que la nouvelle PDG est une stratège brillante qui connaît leur entreprise de fond en comble. » Elena sourit d'un air suffisant. « Je la connais certainement. Je sais quelle planche grince, je sais quel compte cache des pertes. Et je sais exactement à quel point Victoria déteste perdre. » Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « Fais les valises, Alfred, » ordonna Elena. « Nous retournons à la Sierra Nevada, mais cette fois, nous ne prendrons pas l'entrée de service. » Le jour de Noël à la Finca Montes était habituellement un spectacle d'excès. Mais cette année, une étrange lourdeur planait sur la maison. Victoria Montes descendit le grand escalier à 11 heures du matin, se tenant de la tête. « Elena !» cria-t-elle. « Du café et apporte l'aspirine !» Le silence lui répondit. Victoria fronça les sourcils, s'arrêtant au bas des escaliers. Le hall était toujours rempli d'aiguilles de pin, d'où ils avaient traîné l'arbre. Le sol était terne, ça ne sentait pas les roulés à la cannelle ou le jambon rôti. « Elena !» hurla-t-elle de nouveau. Puis elle se souvint. « Fille inutile !» murmura Victoria, serrant sa robe de chambre en soie. « Elle est partie la veille de Noël. Quel soulagement !» Elle entra dans la cuisine. C'était une zone sinistrée. La vaisselle sale de la nuit précédente était empilée dans l'évier. Sauce incrustée, agneau à moitié mangé, taches de vin. Elena n'avait pas lavé une seule fourchette avant de partir. « Oh, pour l'amour de Dieu !» gémit Victoria. Elle appuya sur le bouton de l'interphone au mur. « Carlotta, Javier, descendez ici. » Carlotta apparut 10 minutes plus tard, ébouriffée. « Pourquoi crises-tu? Où est le petit déjeuner? Je meurs de faim. Le personnel a démissionné, » claqua Victoria, désignant le désordre. « Fais-toi des toasts. Je ne sais pas utiliser ce grille-pain. Il brûle tout, » se plaignit Carlotta, ouvrant le réfrigérateur. « Et il n'y a rien ici. Seulement des ingrédients bruts. » Elena n'avait pas préparé la cocotte du brunch. Javier arriva le dernier. Il avait l'air terrible. Ses yeux étaient injectés de sang et il portait toujours la chemise de soirée de la veille, déboutonnée et froissée. Il regarda la cuisine vide, la pile de vaisselle sale, et sentit une piqûre de quelque chose d'aigu dans sa poitrine. Pendant 3 ans, la maison avait fonctionné comme par magie. Il se réveillait avec du café fraîchement moulu. Ses chemises étaient repassées. Le réfrigérateur était plein. Il réalisa maintenant, avec un sentiment de naufrage, que la magie était Elena. « Est-elle vraiment partie? » demanda Javier, la voix creuse. « Ne te lamente pas tant, Javier, » le réprimanda Victoria, ramassant une tasse sale, grimaçant et la reposant. « Nous avons coupé le cancer. Maintenant, nous pouvons guérir. »« As-tu appelé Jessica? » Javier se frotta le visage. « Je lui ai envoyé un SMS. Elle a dit qu'elle était à St. Bart's, qu'elle serait là pour la fête du Nouvel An. Bien, cela nous donne une semaine pour remettre cet endroit en ordre. Nous engagerons un traiteur, une équipe de nettoyage professionnelle. Plus de ces bêtises d'amateurs qu'Elena fournissait. Ça coûte de l'argent, maman,
fit remarquer Javier doucement. De l'argent que nous n'avons pas tant que l'accord n'est pas conclu. Il sera conclu. Victoria frappa la main sur le comptoir. Arthur Sterling est un homme d'affaires. Il voit la valeur de notre héritage. La réunion est fixée au 2 janvier. Une fois que ce chèque sera encaissé, nous serons de nouveau au sommet. Nous commencerons par rénover cette cuisine. Elle sent la pauvreté. Le téléphone mural sonna. C'était le fixe, celui que seuls les créanciers utilisaient. Victoria le fixa. « Javier ?» « Réponds. » Javier décrocha. « Allô, résidence Montes. » Il écouta un instant. Son visage devint pâle. « Oui, je comprends. Mais, écoutez, nous avons un événement de liquidité important le 2. Vous pouvez simplement reporter les procédures jusqu'à... Allô? » Il raccrocha. « Alors? » exigea Victoria. « C'était la banque, » dit Javier, la voix tremblante. « Ils lancent la saisie. Ils gèleront les comptes de l'entreprise le 5. Si nous ne faisons pas le paiement global... » « Oui, » expira Victoria. « C'est bon. La réunion est le 2. Nous aurons l'argent sterling d'ici là. Nous devons juste survivre une semaine. » Carlotta regarda autour de la cuisine en désordre. « Alors, qui va nettoyer ça? Je ne toucherai pas à cette graisse. »« Laisse-toi, » ordonna Victoria. « Nous mangerons dehors. Mets-le sur la carte de crédit. Les cartes sont au maximum, maman, » lui rappela Javier. Les yeux de Victoria brillèrent de fureur. « Alors vends quelque chose. Vends les vieilles babioles d'Elena. Elle a dû laisser quelque chose de valeur. » Javier pensa au petit placard de la chambre d'amis où Elena dormait, quand sa mère était particulièrement cruelle. Il monta les escaliers, laissant sa mère et sa sœur se disputer pour savoir qui récurerait les casseroles. Il entra dans la chambre qu'Elena avait utilisée. Elle était vide. Le lit était parfaitement fait. Une habitude, supposa-t-il. Le placard était ouvert. Il était nu. Elle n'avait rien emporté parce qu'elle n'avait rien, juste les vêtements bon marché qu'elle portait. Mais sur la table de chevet, il vit quelque chose. C'était le médaillon en argent qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire. C'était de l'argent bon marché, acheté à un colporteur. Mais Elena l'avait porté tous les jours. Elle disait que c'était son bien, le plus précieux. Elle l'avait laissé. Javier le ramassa. Il était froid dans sa main. Il l'ouvrit. La photo de lui à l'intérieur avait été retirée. « Est-ce qu'elle nous hait vraiment? » murmura-t-il à la pièce vide. « Javier! » La voix de Carlotta hurla d'en bas. « Le coursier est là. C'est un colis de Sterling Industries. » Javier laissa tomber le médaillon et se précipita en bas. Un coursier dans un uniforme bleu impeccable remettait une enveloppe épaisse à Victoria. Elle l'ouvrit avec des doigts avides. « C'est la confirmation », respira-t-elle, scannant le document. « Ordre du jour pour la réunion de partenariat stratégique. 2 janvier, 10 heures du matin. Lieu. Le centre du sommet de la Sierra Nevada. »« Est-ce qu'il est indiqué si Arthur vient? » demanda Javier. Victoria plissa les yeux sur la petite écriture. « Il est dit, représentant Sterling Industries, le bureau du PDG. Et ici? Oh, c'est intéressant. Veuillez noter que le nouveau PDG procédera personnellement à la diligence raisonnable. » « Nouveau PDG? » Javier fronça les sourcils. « Arthur a pris sa retraite? » « Qu'importe, » interrompit Carlotta. « Nouveau PDG signifie 109. Probablement un jeune requin cherchant à se faire un nom pour impressionner Arthur Sterling. Nous pouvons le charmer. Je porterai la robe bleue. » Victoria sourit, agrippant le papier comme une bouée de sauvetage. « Exactement. C'est mieux. Arthur est un vieux dinosaure. Un nouveau PDG sera plus facile à manipuler. Nous l'éblouirons avec l'histoire des montées. Nous organiserons un dîner ici la nuit précédente. »« Nous ne pouvons pas organiser ici, maman, » dit Javier,
désignant le désordre. Nous n'avons pas de personnel. Bien, Victoria fit un geste de la main. Nous le rencontrerons au centre du sommet. Nous y entrerons comme des rois, Javier. Tu dois avoir l'air prospère. Rase-toi. Coupe-toi les cheveux. Nous ne demandons pas d'argent. Nous leur offrons un privilège. Elle regarda par la fenêtre l'allée enneigée. Elena pensait qu'elle gâcherait notre Noël, se moqua Victoria. Mais elle nous a seulement dégagé la voie pour notre plus grand triomphe. D'ici la semaine prochaine, nous serons plus riches que jamais, et elle gèlera dans un coin quelque part. Javier hocha la tête, forçant un sourire qu'il ne ressentait pas. Mais, tandis qu'il regardait le logo de Sterling Industries sur l'entête, un lion rugissant, il ne put s'empêcher d'avoir le sentiment que le lion le regardait droit dans les yeux. Et il semblait affamé. Le Chimamu, janvier dans la Sierra Nevada, était un défilé de manteaux de fourrure, de skis de marque et de gueules de bois au champagne. Le village grouillait de l'élite aisée. Mais à l'intérieur de la Finca Montes, l'ambiance était frénétique. « Cette robe est horrible !» cria Carlotta, jetant une pile de soie sur le sol de sa chambre. « Je ne peux pas porter le Prada de la saison dernière pour rencontrer le PDG de Sterling Industries. J'ai l'air d'une mendiante. » Victoria était sur le seuil, un verre de scotch à la main, bien qu'il ne fût que midi. « Arrête de te plaindre, Carlotta. C'est du noir. Ça amincit. Mets juste le collier ras du cou en diamant. Ça détourne l'attention du décolleté. »« J'ai mis le ras du cou au clou, mère !» hurla Carlotta. « Tu te souviens? Pour payer la compte du traiteur pour la fête du Nouvel An, à laquelle personne n'est venu. » Le silence qui suivit fut lourd. La fête du Nouvel An avait été un désastre. Les invitations avaient été envoyées, mais la liste des confirmations était restée honteusement vide. Les rumeurs des problèmes financiers des Montes avaient commencé à circuler dans la vallée. Les requins sentaient le sang. Et dans la Sierra Nevada, si vous saignez, vous étiez socialement mis en quarantaine. Peu importe, dit Victoria, la voix tendue. Demain, tout change. Une fois que nous aurons signé l'accord, je t'achèterai 10 nouveaux ras du cou. Nous achèterons la bijouterie. Maintenant, habille-toi. Nous devons revoir la présentation une dernière fois. En bas, Javier était assis à la table de la salle à manger. La même table où il avait vu sa femme signer les papiers du divorce une semaine auparavant. Il était en train de regarder les rapports financiers. Ils étaient falsifiés. Lourdement. « Maman, dit Javier alors que Victoria entrait, nous ne pouvons pas leur montrer ces chiffres. Cela projette une croissance des ventes en logistique. Nous sommes en fait en baisse de 15%. Ils ne nous auditeront pas avant que le chèque ne soit encaissé. » Victoria rejeta cela d'un revers de main, se servant un autre verre. « Arrête d'être si lâche, Javier. Tu vends une vision, pas un problème de mathématiques. Le nouveau PDG est probablement un arriviste d'entreprise qui cherche une victoire rapide pour impressionner Arthur Sterling. Nous lui donnerons une victoire. Nous lui donnerons le nom Monte. » J'ai vérifié la liste des invités pour le Saint Regis, murmura Javier. Tout l'étage supérieur a été loué à Sterling Holdings. La sécurité est plus stricte que le Pentagone. Je n'ai même pas pu obtenir un nom pour le PDG. Bien, Victoria sourit. Cela signifie qu'il est important, et les hommes importants ont des égos. Nous n'avons qu'à le caresser. Pendant ce temps, dans la suite présidentielle du St. Regis Sierra Nevada, Elena Sterling était sur le balcon, regardant le village qui avait été sa prison pendant 3 ans. Elle portait une robe de chambre en cachemire, sirotant du thé chaud au miel. Derrière elle, la suite était une ruche d'activité. 3 avocats révisaient des contrats. Un styliste vaporisait un tailleur pantalon bleu marine
et Alfred était au téléphone avec la banque. « La documentation de saisie est prête, mademoiselle Sterling », dit Alfred, raccrochant. La banque a accepté de vendre la dette Montes à Sterling Industries avec effet immédiat. À partir de ce matin, vous n'êtes pas seulement leur investisseuse potentielle, vous êtes leur principale créancière. Helena se retourna. Une rafale de vent froid attrapa ses cheveux. Le saviez-vous? Non. Ils croient toujours que la banque détient la note. Ils pensent qu'ils ont jusqu'au 15. Parfait, dit Helena. Elle rentra à l'intérieur. Et la vérification des antécédents sur les opérations de l'entrepôt? Comme vous le soupçonniez, intervint l'un des avocats, nous avons trouvé les écarts. Les Montes ont lésiné sur l'entretien de la sécurité pendant 5 ans pour financer leur style de vie. Les camions sont en dessous des normes. L'assurance est nulle. Si nous exposons cela, l'entreprise ne vaut pas 0. Elle vaut des millions négatifs en procès. Helena hocha la tête. Elle se souvint des nuits où Javier rentrait à la maison, se plaignant des chauffeurs ingrats qui démissionnaient parce que les freins étaient défectueux. Elle se souvint de Victoria riant d'économiser de l'argent sur les mécaniciens pour acheter un nouveau lustre. « Ils ont risqué des vies pour un cristal ?» murmura Helena. « Mademoiselle Sterling ?» Le styliste leva 2 paires de chaussures. « Les Louboutins ou les Jimmy Choo ?»« Les Louboutins, » dit Helena. « Les semelles rouges. Je veux qu'ils voient rouge quand je m'éloignerai. » Elle regarda l'horloge, moins de 24 heures avant la réunion. Elle sentit une douleur fantôme dans sa poitrine, le fantôme de la femme qui aimait Javier. Mais ensuite, elle se souvint de l'agneau. Elle se souvint du règlement de 10 000 €. Elle se souvint de la neige froide sur son visage. « Alfred, assure-toi que la salle de conférence est à 18 degrés Celsius. Quelque chose de froid, mademoiselle. Victoria déteste le froid. » Helena sourit faiblement. Elle dit que ses articulations lui font mal. Je veux qu'elle soit mal à l'aise avant même qu'elle ne dise un mot. Le centre du sommet de la Sierra Nevada était une forteresse de verre et d'acier nichée contre les montagnes. La salle de conférence à l'étage supérieur offrait une vue panoramique sur les pistes, une vue dont le plaisir coûtait généralement une fortune. À 9h55, les montées arrivèrent. Victoria menait la charge, vêtue d'un tailleur Chanel vintage, qui avait connu des jours meilleurs, enveloppée dans un manteau de fourrure légèrement jauni par l'âge. Carlotta suivait dans la robe noire, l'air ennuyé par l'idée d'être réveillée avant midi. Javier était le dernier, son visage tiré, mais son costume d'homme d'affaires lui donnait une façade de compétence. Ils arrivèrent à la table où un seul homme, Alfred, était assis, entouré d'écrans d'ordinateurs et de dossiers. Il portait un costume sombre, le genre que l'on ne trouve pas dans les magasins de détail. Il était en train de vérifier un thermomètre numérique. L'air dans la pièce était nettement frais. « Bonjour », dit Victoria, s'avançant avec sa meilleure voix d'affaires. « Je suis Victoria Montes. Ceci est ma fille, Carlotta, et mon fils, Javier. Nous sommes ici pour rencontrer Arthur Sterling. » Alfred leva les yeux, ses yeux sombres et non émus. « Madame Montes, mes excuses. Monsieur Sterling n'a pas pu venir. Comme vous le savez, notre nouveau PDG d'acquisition Sterling est là pour procéder à l'acquisition. »« Ah oui, le nouveau PDG, » dit Victoria, son sourire se raidissant légèrement. « Et où est... il? »« Elle est en route, » répondit Alfred. « En attendant, asseyez-vous. L'air est un peu frais. »« Je le ressens, » grommela Victoria, se frottant les bras. « Pourquoi fait-il si froid? » « Le PDG préfère une température plus basse. Elle dit que ça aiguise l'esprit, » dit Alfred. Et pour la première fois, il y avait un soupçon d'amusement dans ses yeux. Il les pointa vers les dossiers devant eux. « Veuille les examiner les documents préliminaires. » Victoria s'assit lourdement, ajustant son col de fourrure. Javier et Carlotta s'assirent également. Ils passèrent les 10 minutes suivantes
à parcourir des chiffres qui n'avaient aucun sens pour eux. Javier était le seul à remarquer qu'ils n'étaient pas les documents d'investissement. Ils étaient des bilans. Des bilans très récents. « Excusez-moi, » dit Javier, ses mains moites. « Ces chiffres, ce sont des chiffres internes. C'est l'analyse de nos 3 dernières semaines d'activité. Comment les avez-vous obtenus? » Alfred se contenta de sourire légèrement. « Nous sommes Sterling Industries, Monsieur Montes. Nous avons nos moyennes. » La porte de la salle de conférence s'ouvrit alors, et le bruit des talons sur le marbre annonça son arrivée. Ce n'était pas un claquement. C'était un coup de grâce. Victoria, Carlota et Javier levèrent les yeux. Et elle se tenait là, grande, intransigeante. Sa posture était parfaite, son tailleur d'un vert émeraude riche et parfait. Ses cheveux châtains brillaient sous l'éclairage. Elle portait une bague en or lourd à son annulaire, et le diamant capturait la lumière. Mais ce n'était pas l'apparence qui les frappa. C'était le visage. Un visage qu'ils connaissaient si bien, mais qu'ils ne pouvaient pas réconcilier avec la figure imposante devant eux. « Bonjour, Victoria, » dit Helena Sterling. Sa voix n'était plus rauque ou murmurante. C'était une voix d'affaires, froide et mesurée. Elle glissa à la tête de la table et s'assit, croisant ses jambes élégamment. Ses semelles loup-boutin rouge vif leur faisaient face. Le silence dans la pièce était si complet qu'on pouvait entendre le sifflement du vent contre la vitre. Les visages des montes étaient des études de confusion, d'horreur et de pure, simple terreur. « Helena » halta Carlota, se couvrant la bouche. « Qu'est-ce que tu fais ici? Où as-tu volé ces vêtements? » Helena ne la regarda pas. Elle regarda Victoria. « Asseyez-vous. Je vois que vous avez les documents préliminaires. » Victoria retrouva sa voix en premier, une voix remplie de colère et d'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, Helena? Où est le PDG? Tu es censé être dans un coin en train de mendier. » Helena sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. C'était le sourire d'un prédateur. « Je suis le PDG, Victoria. Helena Sterling, PDG d'Acquisition Sterling. » Javier se leva, renversant presque sa chaise. « Non, ce n'est pas possible. C'est une blague. » Helena tourna finalement son regard vers lui. C'était un regard froid, comme les sommets enneigés de la Sierra. « Est-ce que ça l'est, Javier? Tu te souviens de ma robe grise de seconde main? Je portais cette robe pour te prouver quelque chose. Maintenant, permette-moi de te présenter ma garde-robe de travail. » Elle tapota les dossiers devant elle. « Maintenant, revenons aux affaires. »« Ce n'est qu'une domestique! » cracha Victoria. « Ton père est un cordonnier ou quelque chose comme ça. »« Mon père, » dit Helena calmement, « est Arthur Sterling, le fondateur de Sterling Industries. » Elle fit une pause pour laisser l'information s'enfoncer. « Je suis sa fille unique. J'ai un diplôme du Wharton School of Business et j'ai passé les 3 dernières années à faire un doctorat sur l'étude des incompétents riches. Et devinez quoi? Vous avez été un cas d'étude parfait. »« Mais le nom Vargas, » balbutia Javier. « Tu nous as dit que tu étais Helena Vargas. »« J'ai pris le nom de jeune fille de ma mère pour cacher mon identité, » expliqua Helena. « Je voulais voir si vous m'aimiez, moi. Pas les milliards de sterling. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez échoué à mon test. »« C'est une tromperie !» cria Victoria, se levant. « Ce mariage est nul !»« En fait, il est dissous !» corrigea Helena. « J'ai signé les papiers du divorce il y a exactement 1 semaine. Et en parlant de papiers, elle fit un signe à Alfred. Alfred fit glisser un autre dossier à travers la table. Le logo de Sterling Industries sur le devant était d'un or menaçant. « Voici le nouvel ordre du jour, » dit Helena, poussant les documents vers eux. « Ce n'est pas une réunion de fusion, c'est une réunion de saisie.
Victoria regarda le titre sur le dossier. Avis d'exécution forcée et d'achat de la dette montée. Son visage se vida de tout sang. Quoi? Sterling Industries est le nouveau détenteur de votre prêt hypothécaire, expliqua Elena. J'ai racheté la dette à votre banque hier. Ils étaient très heureux de s'en débarrasser, vu le risque de défaut. Vous devez la totalité de l'hypothèque maintenant. Et la date limite est... Elle regarda sa montre Cartier en platine. Le 15 janvier. Non, nous avons l'accord de fusion, s'écria Javier. Nous allons signer l'accord de 50 millions de dollars. Elena se pencha en avant, son expression devenant sérieuse. Il n'y a pas d'accord de fusion, Javier. Seulement une offre d'acquisition pour l'actif, pas pour la société, pour la propriété. Elle fit un geste vers la fenêtre avec une main élégante. J'achète la Finca Montes pour la transformer en un complexe hôtelier. Vous ne pouvez pas! Hurla Victoria, frappant la table. Nous sommes les Montes. Nous avons un héritage. L'héritage ne paie pas les factures, Victoria, cita Elena. Et l'héritage n'est pas un actif lorsque l'entreprise est insolvable. Mes avocats ont trouvé des preuves de négligence de la sécurité et de fraude comptable. Elle regarda directement Javier. Vous avez mis la vie de vos employés en danger pour acheter les bijoux de votre mère. Javier déglutit. Le sol de la salle de conférence semblait s'ouvrir sous lui. Mais l'accord de Texas, Jessica Thorne, nous allons avoir cet argent. Dois. Ah, Jessica, dit Elena. J'ai parlé avec son père, Earl Thorne. Il a découvert que votre compagnie maritime était un risque. Il a annulé le mariage. Elle sourit froidement. J'ai de meilleurs avocats. Victoria était en larmes, un spectacle horrible. 10 000 euros. Tu as déchiré le chèque de 10 000 euros. Nous sommes ruinés. Un dixième de ce que cette bague vaut, dit Elena, tordant le cello sterling à son doigt. Gardez l'argent. Vous en aurez besoin. Elle se leva. Le mouvement était définitif. La réunion est levée. Alfred, s'il vous plaît, faites en sorte que la sécurité raccompagne ces personnes hors des locaux. Javier la regarda. Le désespoir dans ses yeux était douloureux. Elena, s'il te plaît. Je t'aimais. Nous pouvons arranger ça. Je peux te défendre maintenant. Elena ne cligna pas des yeux. Tu as eu 3 ans pour me défendre, Javier. Tu as choisi ta mère. Tu as choisi l'argent. Tu as choisi de me trahir pour un agneau trop cuit. Elle s'approcha de lui, si près qu'il pouvait sentir l'odeur de son parfum cher. J'ai choisi l'agneau pour qu'il soit sec. C'était mon premier avertissement. Elle le regarda une dernière fois, sans émotion. Tu as fait ton lit. Maintenant, dors dedans. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie, ses talons. Louboutin claquant sur le sol, les semelles rouges laissant derrière elle une traînée de vengeance. Victoria hurlait. Carlotta pleurait. Javier était simplement assis, fixant le chèque déchiré de 10 000 euros qu'Elena avait laissé derrière elle. Il avait échangé la seule héritière d'un empire pour une bouée de sauvetage qui n'était pas là. Dehors, la neige tombait toujours. Mais pour Elena, le printemps était arrivé.